C'est une voiture qui est très technologiquement avancée pour l'époque. 4 roues directionnelles sur la version RT Turbo. Vous m'avez bien compris, 4 roues directionnelles. Et que tout amateur de conduite devrait conduire au moins une fois dans sa vie parce que c'est vraiment quelque chose d'unique comme expérience. Salut, Charlie Pop pour Car Pop et aujourd'hui, la Dodge Stealth RT Turbo. Ou si vous aimez mieux en bon québécois, la Dodge Stealth. Donc, c'est quoi la Dodge Steve? Donc, c'est quoi la Dodge Stealth? Pour comprendre c'est quoi, il faut parler Mitsubishi. Dans les années 70, Chrysler a besoin de véhicules plus compacts, plus économiques pour venir alimenter sa flotte et venir alimenter les ventes. Et de son côté, Mitsubishi désire s'implanter en Amérique du Nord. Résultat, Chrysler va acheter 15 % de Mitsubishi et va commencer à importer des véhicules en Amérique du Nord de la marque Mitsubishi. On parle entre autres de Dodge Colt, de Dodge Daytona, etc., etc. De nombreux Mitsubishi vont être importés et vendus sous le nom Chrysler Jeep Dodge. Mais des lois vont commencer à apparaître limitant la quantité de véhicules que Mitsubishi peut exporter. Et donc, l'alliance Chrysler-Mitsubishi va prendre une autre tournure à partir de 1985. Ça va s'appeler Diamond Star Motorcraft, DSM pour les intimes. Et dans le fond, on va fabriquer une usine à Normal en Illinois pour fabriquer des véhicules Mitsubishi Chrysler en collaboration. Et donc, à partir de 89, l'usine est opérationnelle et on va voir apparaître la Eagle Talon, la Plymouth Laser, la Mitsubishi Eclipse, etc., etc. Mais en début 90, Mitsubishi veut s'implanter en Amérique du Nord et on sait ce qui se passe au Japon. C'est le Golden Age de l'automobile au Japon. Les compagnies fabriquent des voitures exceptionnelles, Nissan Skyline, Toyota Supra, Acura NSX et sans oublier la Subaru SVX. Hein? Si vous en avez une, vous me faites signe. Et donc, Mitsubishi voit cette guerre de voitures sportives qui est en train de prendre une toute autre tournure et lance la Mitsubishi GTO au Japon, 3000 GT partout ailleurs. Cette voiture-là va avoir comme rôle d'être le vaisseau amiral de la marque et va connaître un certain succès jusqu'au début des années 2000. Il faut comprendre que Mitsubishi est une compagnie qui ne fait pas que des voitures, ils font à peu près tout. Des avions, des bateaux, des produits chimiques, ils ont même des services bancaires, etc., etc. Bref, Mitsubishi touche à tout et c'est un très grand fournisseur de pièces pour les voitures japonaises. Ils vendent des turbocompresseurs à des marques, des capteurs, des sensors, etc., etc. C'est un très grand fournisseur de pièces automobiles. Et donc, quand Mitsubishi décide de fabriquer la 3000 GT, ils vont mettre la totale côté technologie. Donc, dès 1990, Mitsubishi s'implante aux États-Unis et on vend la Eclipse, mais aussi la 3000 GT qui va connaître un certain succès. Et étant donné qu'ils sont encore en partenariat avec Chrysler Jeep Dodge, ils vont fabriquer une variante de la 3000 GT qui s'appelle la Dodge Stealth, qui est dans le fond la même voiture, mais avec un badge Dodge. Malheureusement, au Canada, Mitsubishi n'était pas encore implanté, donc on n'aura jamais de Mitsubishi 3000 GT, mais on va avoir la Dodge Stealth jusqu'en 1994 où elle va être remplacée par la Viper. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on va faire le tour du véhicule. Je vais vous présenter l'extérieur, l'intérieur, la mécanique. Ensuite, on va aller en essai routier et finalement, on va s'asseoir et jaser prix. Et vous allez voir, la Dodge Stealth, c'est une voiture qui est très technologiquement avancée pour l'époque. J'ai emprunté cette Dodge Stealth quasi originale d'un de nos abonnés. Et si je peux essayer votre véhicule, vous pouvez m'écrire à l'adresse courriel dans la description en bas ou via notre page Facebook. Pas obligé que ce soit un véhicule des années 90. Si vous avez le nouveau VinFast VF8, j'aimerais vraiment ça l'essayer. Donc écrivez-moi, j'attends de vos nouvelles. Débutons par l'extérieur. La Dodge Stealth, comme j'ai dit, c'est une voiture qui était très futuristique à l'époque. Et malheureusement, tout ce qui était futuristique dans les années 90 ne l'est plus aujourd'hui. Donc la Dodge Stealth crie années 90 haut et fort. À l'avant, on a un look très aérodynamique, très arrondi et on a l'impression que le devant est un gros morceau complet. On remarque que le capot est très long et n'a pas beaucoup de détails, excepté ces deux bosses. Ce sont deux vraies bosses, ce ne sont pas des accessoires. Et dans le fond, on a les tours de suspension qui sont ici. Et ces tours de suspension-là étaient quand même assez hautes et résultat, on a dû mettre une bosse pour accommoder ces deux tours de suspension-là. C'est assez particulier comme design. On a aussi les phares avant qui sont noirs, étrangement, et on a juste un petit phare ici pour des feux de jour et notre clignotant ici, c'est assez particulier. Et on a le pare-choc qui suit la courbe du capot. Comme j'ai dit, ça a l'air d'être en un seul morceau. Et dans le pare-choc, on a Dodge engravé dedans
avec la calandre Dodge à l'avant. On a aussi les fogs qui sont d'origine et on a 2 trous de chaque côté. Je me demande à quoi ça sert ça. On va y revenir tantôt. Mais parlons-en de ces phares. On a des phares pop-up headlight. Le soir, on active nos phares et les phares se déploient. C'est tellement la meilleure invention du monde. Sur le côté, on remarque que la Dodge Stealth, ben c'est pas petit. Ça mesure 4,6 mètres de long. C'est non négligeable. Mais on remarque aussi que l'empattement est très court. On a un empattement d'environ 2,5 mètres. Résultat, on remarque que le pare-choc avant dépasse énormément après les roues et que le pare-choc arrière dépasse lui aussi énormément après les roues. Le but de ça, c'était d'améliorer le profil aérodynamique du véhicule parce que, comme je vous ai dit, c'est une voiture qui est assez futuristique et c'est une voiture qui est extrêmement aérodynamique pour l'époque. On remarque aussi une espèce de fausse trappe d'air ici. Ce ne sont pas des vraies trappes d'air, c'est une particularité du véhicule, c'est assez spécial. Et on remarque aussi la jupe de bas de caisse qui est vraiment jolie, qui vient vraiment donner un look plus sportif à la ligne. On peut apercevoir sur le côté un badge Twin Turbo, on va y revenir, et on peut apercevoir un autre badge ici qui dit double arbre à cam en tête, 24 valves et 4 roues motrices. On va y revenir tantôt aussi. Les miroirs sont tout petits, ce qui est assez particulier pour ce véhicule-là. Et la poignée de porte a l'air futuristique encore une fois. Mais la particularité qui me surprend le plus de la Dodge Stealth se trouve ici. Et oui, l'air arrive ici, longe la fenêtre et s'engouffre dans le trou et est projeté à l'arrière. Ça a une énorme importance côté aérodynamisme. Tout le monde dit que la Ferrari 599 Fiorano était la première voiture à avoir ça, que c'était une innovation majeure en aérodynamisme et de plus en plus de voitures sport ont ça aujourd'hui. Mais je m'excuse, mais 15 ans avant, la Dodge Stealth l'avait. C'est impressionnant. On a aussi une antenne sur le côté qui se déploie lorsqu'on allume le véhicule. C'est assez farfelu. Celle-ci a eu un peu mal à la ville, mais il faut que je vous fasse une démonstration du déploiement de l'antenne. Donc, voici. Parlons de pneus et roues. Malheureusement, notre Dodge Stealth ici n'a plus ses roues d'origine. Ou c'est peut-être mieux de même parce que les voici! Donc, voici les roues d'origine. Elles sont très laides. Donc, c'est des roues dont le profil aérodynamique a été passé avant le design et c'est archi laid. On a des trous pour évacuer la chaleur, étant donné que c'est un véhicule à caractère sportif. Ça avait été de Mitsubishi, je pense qu'il n'aurait juste pas eu pour être le plus aérodynamique possible. Côté pneus d'origine, c'est du 2,45, 45 R17. C'est quand même assez dispendieux à remplacer, mais c'est ce qu'on doit s'attendre pour un pneu de ce calibre de performance-là. À l'arrière de la Dodge Stealth, on remarque tout d'abord que le toit est peinturé noir. Toutes les Dodge Stealth avaient le toit peinturé noir. On remarque aussi l'énorme lunette arrière qui est immanquable. Et on remarque que nos fameux trous de pilier C, que je parlais plus tôt, viennent envoyer l'air sur l'aileron, qui est un design assez particulier, merci. Donc, l'air arrive et elle traverse l'aileron, c'est assez particulier. D'ailleurs, cet aileron incorpore la 3e lumière de freinage. On remarque aussi que la valise est très plate, on peut quasiment s'en servir comme table, et que les phares arrière, on a une ligne de lumière, comme les voitures d'aujourd'hui, mais que dans le fond, elle s'illumine juste de chaque côté, le milieu ne s'illumine pas. Dessus les lumières, on trouve le fameux nom du modèle, Stealth ART, ce qui est assez particulier, il est de la même couleur que le reste de la carrosserie. Et on remarque aussi que nos feux de reculons sont ici. Encore une fois, c'est assez spécial. Et finalement, étant donné qu'on a un véhicule sportif, on a une sortie d'échappement double au bas du pare-choc. Débutons l'intérieur par parler espace cargo. Comme vous pouvez voir, on a 311 litres d'espace cargo. C'est non négligeable. C'est pas la valise la plus profonde, mais c'est très, très grand. Il n'y aura pas de problème à aller en voyage avec ça. On peut d'ailleurs améliorer l'espace cargo en baissant les bancs arrière. Et on a quelques caractéristiques assez spéciales ici. Tout d'abord, ici, on a un réservoir de liquide à lave-glace et c'est seulement pour la fenêtre arrière. On a un réservoir à l'arrière, un réservoir à l'avant, donc 2 réservoirs de liquide à lave-glace, c'est assez particulier. On remarque aussi qu'on a de nombreuses straps pour cacher des choses dans la valise, comme de la drogue par exemple, et on remarque que les clips pour les tenir en place ont tout le logo Mitsubishi dessus. Maintenant, on arrive au moment préféré de beaucoup de gens sur la chaîne, c'est le moment où j'essaie de rentrer dans des sièges arrière d'une voiture que je devrais vraiment pas essayer de rentrer dans les sièges arrière. Donc on ouvre la porte et on a une planche ici. Et voilà, ça s'avance. On part. Je rentre pas. C'est pire que le TT. Le banc ne se remet pas en place. Je suis vraiment pas bien.
Clara, pourquoi tu me fais faire ça? À l'arrière du Dodge Stealth, j'ai aucun plaisir. Niveau espace pour les jambes, j'ai pas placé le banc parce que c'est ça qu'on a comme espace pour les jambes. On va oublier ça. Vous pouvez juste rentrer un homme tronc. Sinon, on a une petite fenêtre ici pour nous rendre un peu moins claustrophobe et on a un genre d'appui-bras. Par contre, les bancs me surprennent. Ils sont très confortables. On est très bien, mais on n'a pas d'appui-tête. Fait que si on a un accident, on va se péter la tête. Mais en même temps, je suis tellement pogné que ça m'étonnerait. Et en cas de collision avant, on a un système de retenue de la tête, comme vous pouvez voir. C'est vraiment bien pensé. C'est ultra sécuritaire. J'ai hâte de débarquer. Mais maintenant, il faut ressortir. Comment, yes, sir. J'ai pas le choix d'avoir cette prise de vue-là, mais la présentation intérieure est vraiment réussie. La qualité des matériaux est digne des années 90 et la qualité d'assemblage est bonne. On a vraiment un intérieur qui est un mélange entre sportivité et luxe. C'est vraiment réussi. Le panneau de porte est assez spécial parce qu'on n'a pas beaucoup d'espace pour appuyer notre bras. Résultat, il est très mince et comme vous voyez, on a placé les interrupteurs avec une certaine orientation qui sont plus placés vers nous que vers l'arrière du véhicule, comme la plupart des véhicules modernes. D'ailleurs, un des interrupteurs, celui du centre, c'est pour baisser les deux fenêtres en même temps. Le propriétaire a remplacé le volant et le pommeau de vitesse. Et la raison pourquoi il a remplacé le volant, c'est à cause de ceci. Voici le volant d'origine. Comme vous voyez, il est gigantesque. C'est un volant qui se prend mal en main. On se retrouve avec les coudes proches du panneau de porte. C'est pas super. On retrouve dans ce volant tout d'abord les klaxons de chaque côté. Et on retrouve le airbag. Un airbag des années 90, la dernière chose que tu veux qui te sorte d'en face. Et on retrouve aussi l'adaptateur pour le cruise control, mais la plus belle particularité, c'est qu'on trouve dans le bas du volant des boutons pour augmenter le volume, ajuster la radio, etc., etc. Ce qui était assez spécial à l'époque. On retrouvait ça seulement dans les voitures de très grand luxe et on l'avait ici dans la Dodge Stealth. Et j'aime beaucoup leur remplacement parce que personnellement, je trouve que les boutons sur les branches, comme on a de nos jours, c'est un peu encombrant. Ça m'arrive souvent d'accrocher le volume ou d'autres accessoires comme ça sur mon volant de voiture personnelle. Et donc, avoir les boutons dans le bas du volant, je trouve ça vraiment intéressant. Le tableau de bord est assez ordinaire pour l'époque. On voit que le cadran se rend jusqu'à 280 km/h, ce qui est assez spécial. Et on voit aussi qu'on a un compte tour qui va jusqu'à 9000 tours, même si la zone rouge débute à 7. De chaque côté du tableau de bord, on a des boutons. Et moi, je voulais vous parler de ce bouton ici. ECS, qu'est-ce que ça veut dire? C'est Electronic Control Suspension. Cette voiture-là est équipée d'une suspension adaptative, mesdames et messieurs. Et oui, on a une suspension adaptative. En ce moment, on est en mode touring, mais si on appuie sur le bouton, on passe en mode sport. Donc, vous voyez ici, sport, et j'appuie sur le bouton touring. Mais cette voiture-là a une suspension adaptative et quand j'appuie, je l'entends travailler. C'est assez spécial. Ici, on a un bouton pour l'échappement. Donc, on a le mode touring pour l'échappement et le mode sport pour l'échappement aussi. Assez spécial, merci. Et on a le bouton pour les essuie-glaces arrière. Dans le tableau de bord au centre, au lieu d'avoir des bouches d'aération, on trouve 3 cadrans. On a la température du moteur, la pression d'huile et le fameux boost gauge, le fameux indicateur de pression des turbos. On retrouve au centre de la planche de bord, comme vous pouvez voir, une aire climatisée automatique. Donc, on peut ajuster la température, déterminer si l'air vient de l'extérieur ou de l'intérieur. On peut la mettre en mode auto. On a la vitesse des fans, le bouton air climatisé et économique. On a les modes de climatisation. Donc, on appuie sur mode et comme vous pouvez voir, on a des flèches qui se promènent. C'est vraiment spécial. C'est d'une autre époque et je trouve ça vraiment cool, sincèrement, comme système de climatisation. C'est sûr, ça a mal vieilli un peu, mais c'est vraiment esthétique. C'est vraiment cool. Et dessous, on trouve le système de son d'origine. Comme j'ai dit, Mitsubishi faisait beaucoup de technologie et donc, on a un système de son haut de gamme où on peut tout ajuster notre son comme si on était un DJ. Donc, ça prend un doctorat de DJ utiliser ça, mais on a un bon système de son. Ça joue très bien. C'est assez surprenant. On a un système Dolby Surround et on a toutes nos options de radio ici. Et juste en dessous ici, on trouve notre bouton de Cruise Control. C'est assez particulier, merci. Mais bon, c'est ça. Au centre, on a notre allume-cigarette avec notre cendrier, évidemment. Et on trouve aussi ceci. C'est pour ajuster le support lombaire. Donc, on pousse pour en avoir plus, on tire pour en avoir moins. Et ici, c'est pour ajuster à quel point notre banc nous sert. Et oui, on peut ajuster le support du siège. C'est vraiment innovateur pour l'époque et c'est vraiment impressionnant de retrouver ça
ici. Le banc est en gros cuir de très belle qualité et est super moelleux. Faut pas oublier que la Dodge Stealth avait plus des origines GT que sportives. Et on a les tapis d'origine écrit Stealth dedans, c'est vraiment cool. Sous le capot de la Dodge Stealth, on avait 3 moteurs à faire et c'était toutes des versions différentes du même V6 3 litres. Le premier V6 était équipé d'une tête à simple arbre à cam et développait 164 chevaux et 185 livres-pieds de couple. Le second était équipé d'une tête à double arbre à cam et développait 225 chevaux et 205 livres-pieds de couple. Ça commence à déménager un peu. Le troisième, c'est celui qu'on a ici. Donc, on prend le V6 à double arbre à cam à tête et on ajoute 2 turbos. Résultat, 305 chevaux, 308 livres-pieds de couple. Pour la dernière année de la Dodge Stealth, on révise ce moteur-là, on développe 325 chevaux et 315 livres-pieds de couple. Mais ici, on va se contenter de 305 et 308 puisque c'est un modèle 92. La version turbo vient seulement avec une transmission manuelle à 5 rapports et à partir de 94, on a le droit aussi à une transmission à 6 rapports. Comme vous pouvez voir ici, on n'a vraiment pas beaucoup d'espace pour travailler et c'est une des raisons pourquoi il n'y a plus beaucoup de Dodge Stealth sur les routes de nos jours. C'est une voiture qui est très complexe à entretenir. Pour réparer ce moteur-là, souvent, il faut le sortir. Par exemple, les bougies à l'arrière du moteur sont excessivement complexes d'accès. Je suis même pas sûr qu'on peut les faire en place. Je pense qu'il faut débarquer le moteur. Même chose pour changer l'embrayage, il faut débarquer le moteur. Bref, c'est un moteur qui est assez complexe à travailler. Et parlons de ces 2 trappes d'air que je parlais plus tôt. Ces 2 trappes d'air servaient à alimenter le système de refroidissement des turbos, les intercoolers en bon français, dans le pare-choc avant. Donc, on a un intercooler de chaque côté, un turbo à l'avant, un turbo à l'arrière. On a un tuyau qui rejoint les deux. Vraiment, c'est complexe en dessous de ce capot-là. Tous les Dodge Stealth étaient traction, excepté la RT Turbo, qui, elle, bénéficiait de la traction intégrale de la Mitsubishi Lancer Evolution. Question de rendre la voiture encore plus simple. Et comme j'ai dit plus tôt, on a une suspension indépendante aux 4 roues, adaptative, ce qui est assez innovateur pour l'époque. On a aussi des freins à disque aux 4 roues, 4 pistons à l'avant, un seul à l'arrière. Et on a aussi 4 roues directionnelles sur la version RT Turbo. Vous m'avez bien compris, 4 roues directionnelles. Donc, rendu à environ 50 à 60 km/h, on a une valve sur la pompe de direction assistée qui s'ouvre et qui envoie du liquide à direction à l'arrière pour activer la crémaillère et faire tourner les roues d'1,5 degré dans la même direction que les roues à l'avant, comme la nouvelle Porsche GT3 RS. Donc, vous comprenez que cette voiture-là, malgré ses apparences futuristiques, est assez avancée. D'autres caractéristiques mécaniques qu'on retrouve plus dans la 3000 GT. On a un aileron à assistance électronique à l'arrière, donc à 100 km/h, elle se déploie. Et on a aussi une bavette à l'avant qui se déploie à une certaine vitesse sur la version japonaise. Et sur la version japonaise, on avait aussi des TPMS, donc des moniteurs de pression des pneus. On est en 90 et on n'est pas dans une voiture de 500 000 $, là. C'est vraiment impressionnant. Tout ça, par contre, vient handicaper la voiture au niveau du poids. Cette voiture-là pèse environ 1700 kg, ce qui est non négligeable. Il faut comprendre que la Mitsubishi 3000 GT / la Dodge Stealth était en fait une GT et non une voiture sport. Ses vraies concurrentes étaient la Supra, la Nissan 300 ZX et la Subaru SVX, et non la Nissan Skyline, la Mazda RX-7 et la Honda NSX. Mais au final, la 3000 GT était l'une des plus rapides de toutes ces voitures que j'ai nommées, des voitures que j'aimerais d'ailleurs tous essayer. Et donc, la seule façon d'aller confirmer ça, c'est d'aller sur la route. Conduire la Dodge Stealth RT Turbo, la Stilt. Ça faisait longtemps que je voulais en conduire une parce que quand j'étais aux études, je vais regarder pour m'en acheter une version turbo all-wheel drive. Et finalement, j'avais oublié l'idée parce que la consommation de carburant est importante et la complexité de la mécanique me faisait peur. J'étais un jeune étudiant, j'avais pas le budget pour pouvoir maintenir une voiture comme ça. Et donc, à la place, je m'étais acheté une Plymouth Laser RS, qui est à dire une Eagle Talon. Et côté consommation de carburant, c'était pas bien mieux. Ceci étant dit, la Dodge Stealth est une voiture qui me perturbe. Je ne peux pas croire que cette voiture-là a été conçue dans les années 90 au niveau comportement routier. C'est vraiment impressionnant. Donc, débutons par l'insonorisation. L'insonorisation, c'est pas si mal. On n'entend pas beaucoup les voitures autour.
Par contre, comme vous pouvez entendre, on entend beaucoup le vent et c'est probablement causé par l'usure des plastiques du véhicule. C'est un véhicule qui n'a jamais été restauré. On a les plastiques d'origine et il semble assez sèche. C'est probablement pour ça qu'on entend le vent. Et on a aussi beaucoup de craquements dans l'habitacle, évidemment, puisque c'est un vieux véhicule. Mais sinon, c'est pas tant pire, mais c'est pas au goût des standards modernes. Ensuite, la visibilité à l'avant, c'est bon. Par contre, on voit pas où le devant finit et on sait qu'on a un très long devant. Sur les côtés, c'est excellent. À l'arrière aussi, les angles morts sont pas si pires. C'est sûr, il y a mieux, mais là-dessus, la Dodge Stealth se défend bien. Ensuite, parlons conduite. Tout d'abord, on va parler du poids. On sent que c'est une voiture lourde, mais pas autant que ce qu'on s'attend. On a plus l'impression de conduire une voiture de 1400-1500 kg qu'une voiture de 1700 kg, ce qui est quand même assez perturbant. Ensuite, on va parler direction. C'est pas la plus rapide, mais elle est super précise. On a un petit lousse au centre. C'est peut-être causé par l'usure du véhicule, mais c'est une direction qui est très précise et qui va nous rassurer. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que ça reste une direction des années 90. On sent la route. C'est vraiment génial là-dessus. Ensuite, suspension. Là, c'est vraiment perturbant. On a une suspension adaptative, comme vous savez. Et on a deux modes. Le mode Touring, mode Sport. En mode Touring, la voiture absorbe super bien les bosses. Les routes du Québec sont soudainement pas très bosselées. C'est impressionnant. Par contre, en virage, en mode Touring, si on prend le virage un peu vite, on sent la voiture flotter et pencher. On a plus de roulis. C'est vraiment pas la même voiture en mode Sport et en mode Touring. Donc, il faut faire très attention. Toujours s'assurer d'être en mode Sport avant d'attaquer un virage. En mode Sport, la suspension devient très ferme. On sent toutes les bosses. On se fait brasser un peu. C'est vraiment spécial. C'est vraiment cool. J'aime ça quand on a vraiment l'impression de changer le mode de conduite et c'est vraiment notoire. Par contre, au niveau de l'échappement adaptatif qu'on peut mettre en mode Touring ou Sport, ça change très peu de choses. L'échappement est une petite affaire plus bruyant sans plus et on aimerait que l'échappement soit plus bruyant. Niveau motorisation, c'est un V6 qui aime pas les bas régimes bien. En bas de 2000 tours, on le sent qu'il aime pas ça, qu'il aime pas se faire pousser à bas régime et donc je vous recommande même pas de maintenir le moteur à ce niveau de régime-là. On le sent qu'il aime pas ça. Quand on pousse, quand on tape dedans, c'est très performant. Vraiment. Je m'attendais pas à ça. C'est une machine à tickets, ce véhicule-là. Ça avance, ça pousse énormément et on s'en rend pas compte. On prend les virages, on accélère en ligne droite et c'est bien le fun. Et on regarde l'aiguille et on fait « Oh, shit! Non, non, il faut que je dépasse un tracteur. » Mais voyons donc! C'est perturbant, les accélérations de ce véhicule-là. Ça n'a pas 300 chevaux, ça se peut pas. Ça pousse d'à peu près 3000 à 7000 tours. C'est perturbant. Vraiment. La consommation de carburant aussi. La boîte de vitesse est précise. On aimerait ça qu'il y ait un peu plus de résistance au centre. C'est mou entre les vitesses, mais elle est très facile à utiliser. Et les pointes de talon sont super faciles à faire. Le pédalier est super bien placé pour ça. En virage avec la Stealth, hey, ça colle, là. C'est impressionnant comment ça colle, ce véhicule-là. Ça colle, ça n'a pas de bon sens. La précision de la direction. Si le virage a 20 degrés, vous allez tourner le volant à 20 degrés. Si le virage a 90 degrés, vous allez tourner le volant à 90 degrés. J'ai rien à dire sur la direction. En plus, on sent la route. En virage, vous avez vu, il n'y a aucun tangage. C'est vraiment performant. On met toute la puissance à terre. Et comme je vous dis, ce qui est perturbant, c'est que c'est une voiture des années 90. Les seules voitures qui m'ont donné ce genre de feeling-là, c'est des voitures modernes. Je suis bouche bée. Je m'attendais pas à ça aujourd'hui. Je m'attendais à une grosse voiture balourde avec une conduite des années 90. Je savais qu'il y avait des technologies très modernes à bord, mais je m'attendais pas à ça aujourd'hui. Vraiment pas. On a vraiment le feeling de la direction des années 90, le turbo lag des années 90
et les performances d'une voiture moderne. C'est une voiture qui est tellement avant-gardiste et que tout amateur de conduite devrait conduire au moins une fois dans sa vie parce que c'est vraiment quelque chose d'unique comme expérience. En conclusion, la Dodge Stealth, c'est la rencontre entre les années 90 et la voiture moderne. Tout simplement. Donc maintenant, parlons prix. Tout d'abord, avant de débuter de parler prix, je voulais revenir sur les performances en ligne droite. J'ai été lire sur le véhicule parce que je me demandais comment ça se fait qu'un véhicule d'environ 300 chevaux accélérait autant. Et on a en effet 300 chevaux. Ceci étant dit, sur le dynamomètre, les gens sortent en moyenne 325 livres-pieds de coupe aux roues, donc environ 400 livres-pieds au moteur. Donc voilà pourquoi ce véhicule-là accélère autant. C'est à cause de son couple qui est beaucoup plus élevé que ce qui est annoncé. Maintenant, parlons prix. Donc la Dodge Stealth régulière débutait en 92 à 21 908 $, ce qui est l'équivalent à 48 457,75 $ en argent d'aujourd'hui. La version turbo, comme on avait à l'essai, débutait à 38 820 $, qui correspond à 85 864,97 $ en argent d'aujourd'hui. Donc, si vous aimez mieux, si cette voiture-là serait vendue aujourd'hui, elle coûterait le prix d'une Corvette. Et lorsqu'on regarde le niveau de technologie qu'on a, c'est assez impressionnant. Maintenant, aujourd'hui, dans l'usager, cette voiture-là a déprécié évidemment et on a différentes versions disponibles de bâtées à voiture de collection. Donc, dans la version régulière, une bâtée, on va payer 1 000 $. Pour une version turbo, on va payer 1 000 à 2 500 $. Je ne recommande pas d'aller vers ça. C'est des voitures qu'il faut restaurer. Et comme vous avez vu, c'est une voiture qui est assez complexe mécaniquement et donc ça va coûter une petite fortune à restaurer ce véhicule-là. Donc, je ne vous conseille pas la version bâtée. Ensuite, les missiles, 1 500 à 2 500 $. Et pour la version turbo, 2 000 à 3 500 $. Je ne vous le recommande pas non plus, encore une fois, à cause de la complexité mécanique. Vous allez avoir un paquet de problèmes. N'achetez pas une Dodge Stealth bâtée. Ensuite, usure normale, vous allez payer entre 2 000 et 4 000 $. Et pour une version turbo, 3 000 à 5 000 $. Là, ça commence à être intéressant. C'est des voitures que, oui, la peinture va être défraîchie, qui vont avoir besoin d'amour, mais qui va avoir été bien maintenue. Il va falloir évidemment s'assurer que l'entretien ne va pas être trop coûteux à long terme. Il va falloir prévoir ce qui s'en vient avant d'acheter. Il faut faire très attention dans cette catégorie-là. Ensuite, on a les bien maintenus, 4 à 8 000 $ pour les versions régulières et 5 à 10 000 $ pour les versions turbo. Eux, je vous les recommande fortement. Comme c'est écrit, c'est bien maintenu, donc vous n'aurez pas trop de problèmes mécaniques et vous allez pouvoir vraiment bien prévoir ce qui s'en vient et vous allez avoir toute une machine pour le prix. Donc, c'est très intéressant pour les bien maintenus. Et finalement, les versions de collection, une non-turbo 8 à 15 000 $ et une turbo 10 à 30 000 $. Ceux-là, je vous les recommande également. Vous allez avoir leur gis, c'est des voitures qui sont excessivement bien entretenues. Et pour le prix, c'est relativement abordable. Je veux dire, si on regarde certaines de leurs concurrentes, comme la Mazda RX-7 ou la Nissan Skyline, qui sont au-delà des 100 000 $ dans les versions de collection, 10 à 30 000 $, c'est très intéressant. Et dans le fond, je crois que la Dodge Stealth fait partie des voitures qui vont prendre de la valeur dans cette catégorie-là. Et si vous voulez faire un pas pire placement, je vous recommande de vous acheter une Dodge Stealth. Par contre, les versions régulières, je ne vous les recommande pas. Je ne pense pas que ce soit un véhicule très intéressant. On se retrouve avec une traction avant, V6 ordinaire, pas trop de technologie. Je ne vous les recommande pas. J'irais vraiment plus pour une version turbo. Et c'est d'ailleurs ce qui, à mon avis, s'en vient, puisque je me suis fait offrir à plusieurs reprises des Dodge Stealth à filmer sur la chaîne, étonnamment. Et ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart des gens qui me l'offrent, c'est des gens qui ont des collections. Donc, ces gens-là, je crois, ont identifié cette voiture-là comme future voiture de collection. Et je crois que c'est une question de temps avant que la Dodge Stealth reprenne du galon en termes de valeur. Donc, ma conclusion finale, la Dodge Stealth est extrêmement intéressante. Si vous voulez une voiture au comportement routier moderne avec les impressions de conduite d'une voiture des années 90, c'est la voiture qu'il faut que vous considérez. C'est très spécial comme voiture. Et comme j'ai dit, tout fan de voiture devrait en conduire une avant de mourir. Donc la Dodge Stealth, une très grande surprise sur CarPop.